Merci Émilie. Eh bien effectivement, nous sommes très heureux ensemble de vous présenter ce très beau séjour totalement inédit. Pour la première fois, Voyage Exception vous propose de découvrir à la fois le règne, bien évidemment, des différents souverains qui se sont succédés à Fontainebleau, mais également plus largement ce très beau panorama qui nous est proposé au milieu justement de ce cadre féerique qu'est la forêt de Fontainebleau, le village de Barbizon, les environs évidemment du château. Et puis, nous allons faire également une découverte à Vaux-le-Vicomte, mais tout cela donc va vous être présenté en détail. En tout cas, nous sommes très heureux donc de vous proposer cette présentation. Départ de Paris, nous irons donc en direction de Barbizon, puis à Fontainebleau pour plusieurs moments de partage. Une extension, donc une découverte particulière de Vaux-le-Vicomte, un lieu tout à fait exceptionnel, mais je vais y revenir. Et puis nous terminerons à Fontainebleau pour rentrer ensuite avec un retour à Paris. Ce cadre tout à fait exceptionnel, effectivement, comme je vous le disais, sera également l'occasion de vous proposer des conférences, des rencontres, des échanges évidemment tout au long de ce séjour avec Franck Ferrand, historien et conteur que vous connaissez bien. Et nous aurons donc des conférences. L'une d'entre elles sera consacrée à la vie de Napoléon à Fontainebleau, mais un certain nombre de surprises vous seront évidemment proposées. Alors tout d'abord, Barbizon. C'est vrai que c'est un lieu tout à fait hors du commun. C'est le berceau de la peinture de plein air. Je rappelle que précédemment, Barbizon, avant que les peintres ne s'y installent, la peinture s'effectuait souvent en atelier, comme on s'en souvient, du temps à la fois du rococo, de la fin du XVIIIe siècle, pour parler des périodes plus proches de celle de Barbizon. Et puis, évidemment, ensuite, en atelier toujours, le travail qui s'effectuait, notamment au moment de la période néoclassique. Mais avec Barbizon, dans ces années 1830, 1850, 70, eh bien Barbizon devient vraiment un foyer de réalisation artistique qui va permettre à toute une génération de peintres de découvrir véritablement les lieux importants qui ont permis à toute une génération de peintres de réaliser euh, des, euh, des exécutions de tableaux in situ, véritablement dans le cadre qui était déterminé auparavant dans l'imaginaire des artistes. Et bien là, cette fois-ci, ils posent à la fois, bien évidemment, leur toile avec leurs pinceaux et leurs palettes directement sur place. Et ce village de Barbizon a conservé véritablement le souvenir de toutes ces créations. Alors, parmi les artistes les plus remarquables de cette école, finalement, eh bien, au musée départemental des peintres, nous aurons l'occasion de redécouvrir, par exemple, Théodore Rousseau avec son pavé de Chailly en forêt de Fontainebleau et Jean-Baptiste Camille Corot que vous connaissez tous, notamment pour cette très belle étude de troncs d'arbres en forêt. Vous l'aurez remarqué, parmi ces artistes, et on comprend mieux d'ailleurs dans quelle façon ils ont pu être appréhendés par leurs contemporains et comment tout cela nous est parvenu, eh bien, le travail directement sur place et non pas par l'imaginaire qui était fait par la suite, tout cela permet d'être en prise directe avec la nature, avec cette immersion véritable dans la façon dont les différents créateurs ont pu donner à voir ce qu'ils percevaient et comment ils l'ont restitué. Et tout l'intérêt justement de cette découverte du musée départemental des peintres, mais également de tout le village lui-même, sera de rappeler dans quelles conditions tout cela s'est effectué. Et nos échanges nous permettront également d'aller plus loin dans cette très belle découverte d'un lieu tout à fait exceptionnel, véritablement, parce que centre de foyer vraiment de création de peinture. Autre exemple, artiste que vous connaissez évidemment, Jean-François Millet, dont on connaît notamment les glaneuses, mais donc ici, la causeuse, qui est une des œuvres qui est exposée dans ce musée et qui nous donnera l'occasion de montrer aussi les différentes palettes qui avaient été proposées par les artistes eux-mêmes et la façon dont ils pouvaient travailler avec, bien évidemment, certains particularismes que nous soulèverons et que nous soulignerons ensemble. Après cette découverte d'un village tout à fait important, nous dirons donc, nous nous rendrons à Fontainebleau, qui est véritablement l'âme de la France en un lieu, puisque en cette ville de Fontainebleau, en plein cœur de la Seine-et-Marne, eh bien, nous allons pouvoir retrouver les évolutions d'une ville qui a vécu véritablement un peu comme Versailles
en un autre moment, eh bien Fontainebleau qui a véritablement vécu aux côtés du château et qui s'est nourri d'une certaine manière de ces évolutions, à la fois urbanistiques, sociales et politiques, et qui a permis à cette ville d'être aussi développée que nous le constaterons aujourd'hui. Alors cette ville de Fontainebleau, habituellement, elle vit toujours un petit peu en marge du château. Pourtant, des trésors architecturaux et urbanistiques sont véritablement remarquables. Deux exemples vous sont présentés ici. Vous avez tout d'abord le très beau théâtre, qui est l'occasion de constater que chaque saison, le répertoire, qu'il soit plus classique ou plus contemporain, permet justement d'offrir une véritable palette artistique aux habitants eux-mêmes et de montrer que la diversité de créations à la fois théâtrales, musicales et autres offre véritablement une très belle découverte. Et puis la ville elle-même, comme je le disais, on en voit une place ici sur la partie droite, une ville qui est très riche, très dynamique et qui, en complément même du château lui-même, permet de comprendre que Fontainebleau a marqué l'histoire à différents moments. Parmi ces instants, bien évidemment, ce sera également le thème de la conférence, nous aurons l'occasion de rappeler les adieux de Fontainebleau, ici représentés par le peintre Horace Vernet. Alors, l'événement lui-même s'est déroulé en 1814, le contexte historique est assez connu. Nous nous retrouvons à ce moment-là, au moment où Napoléon vient d'engager cette campagne de France depuis quelques semaines, depuis le mois de janvier. Et en ce début du mois d'avril, alors qu'il est arrivé à Fontainebleau depuis la fin du mois de mars, eh bien en ce début du mois d'avril, il est donc contraint d'abdiquer dans un premier temps en faveur de son fils, le fameux Aiglon, le roi de Rome, et 2 jours plus tard, apprenant comment les coalisés lui imposent leurs conditions, eh bien il abdique sans condition cette fois-ci, c'est le cas de le dire, pour ensuite faire ses adieux à sa garde et à ses compagnons qui vont partir en exil avec lui. Donc cette scène, qui est tout à fait importante d'un point de vue à la fois politique et puis symbolique, eh bien cette scène se trouve exactement là où nous irons et nous comprendrons aussi dans quelles conditions tout cela s'est déroulé il y a de cela plus de 2 siècles. Fontainebleau, je le disais aussi, ça n'est pas uniquement que la ville et le château, c'est tout un ensemble et nous aurons l'occasion au moment de ce séjour de découvrir aussi une forêt à la fois giboyeuse, c'était également les raisons pour lesquelles l'ensemble des souverains et des grandes personnalités de l'époque venaient pour se rendre à la chasse ou pour découvrir tous les aspects de la nature. Mais cette forêt, aujourd'hui, est très prisée à la fois des promeneurs, des randonneurs et de tout un nombre de visiteurs venus d'un peu partout qui permettent justement de s'immerger dans un cadre naturel tout à fait hors du commun, qui a fait le bonheur, on s'en souvient, je l'ai dit tout à l'heure, des artistes de Barbizon, et qui continue aujourd'hui, par ses différents aménagements, par ses variétés et ses espèces, d'être un lieu de charme tout à fait important. Donc, à partir de cette forêt, on retrouvera et on évoquera les différentes représentations qui ont pu être faites, en particulier celles que Corot présente ici vers 1830 et qui montrent comment, à la fois par le regard des artistes et bien entendu des contemporains, eh bien, nous nous sommes accaparés ce cadre tout à fait exceptionnel qu'est la forêt de Fontainebleau et qui constitue un des poumons verts véritablement de l'Île-de-France dans son ensemble. Nous reviendrons ensuite au château, lieu alors cette fois-ci évidemment qui était appelé la demeure des rois et la reine des demeures, ce lieu qui était une évolution constante à la fois architecturale et patrimoniale, eh bien ce lieu mérite vraiment qu'on s'y attarde et ce sera l'occasion de visites tout à fait exclusives, non seulement des lieux qui sont habituellement ouverts à la visite, mais surtout, et c'est là le cadre et l'importance de ce séjour que nous vous proposons avec Voyage d'exception, c'est également l'occasion de découvertes tout à fait particulières de lieux et d'espaces ou de salons qui ne sont pas ouverts à la visite. Et c'est là tout l'intérêt de le faire avec des accompagnants qui nous permettront justement de découvrir les endroits cachés, les derniers secrets finalement de ce château hors du commun. Vous le voyez sur la vue de gauche, nous retrouverons donc l'un des endroits que j'ai évoqué tout à l'heure, cette fameuse cour d'honneur, dite avec l'escalier en fer à cheval où se trouvait notamment Napoléon en 1814 et qui constitue un des chefs-d'œuvre véritablement d'architecture patrimoniale française. Et à droite, alors que cette façade conduira à découvrir ensuite tous ces secrets, et bien à droite,
nous ferons ensemble un point très important sur la partie qui concerne le paysage même, et les jardins qui ont été aménagés, qui sont d'ailleurs tellement bien préservés qu'ils constituent une marque très importante de l'art du jardin à la française en particulier, et qui nous permettra justement de montrer les différentes évolutions qui ont été connues tout au long des siècles jusqu'à aujourd'hui. Ce château nous permettra de visiter des lieux hors du commun, comme cette fameuse salle de bal ou la galerie François Ier, qui montre bien que en plus de 4 siècles, eh bien Fontainebleau constitue un musée véritable des styles divers et qui permet justement, comme peut-être aucun château de France ne le fait, de montrer comment toute cette évolution s'est constituée de François Ier jusqu'à Napoléon III et même jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un lieu tout à fait important pour montrer les évolutions stylistiques, les écoles de peinture, de décorateurs, bref, de tout cet art à la française qui, au gré des évolutions et des influences extérieures, a permis aussi de faire de ce Fontainebleau, de ce château, un endroit tout à fait féerique. On le verra d'ailleurs, la fameuse école dite de Fontainebleau, qui va s'installer, héritière des artistes qui étaient venus avec Léonard de Vinci, en particulier ici, mais également sur les bords de Loire, à Amboise par exemple, eh bien, cette école de Fontainebleau va faire florès et va permettre justement de montrer le savoir-faire hors du commun de toute cette école de peinture qui ensuite deviendra des décorateurs sur les décennies qui suivront. Fontainebleau, c'est aussi une salle tout à fait exceptionnelle, cette fameuse salle du trône que vous apercevez. Cette salle du trône, elle s'est fixée au temps de Napoléon Ier, donc nous sommes juste après la période de la Révolution. Bonaparte devient premier consul en 1799, reconstitue une cour après les soubresauts de la Révolution, et en 1804, devenu empereur, il fait installer cette salle du trône qui aujourd'hui a été réinstallée, représentée et remise exactement comme elle s'est située au temps de la splendeur impériale. Donc nous allons retrouver notamment ce fameux dais, avec en dessous l'un des grands trônes donc, qui ont été préservés du temps de la splendeur de Napoléon. Et dans cette salle du trône, nous serons donc à même, avec l'équipe qui vous accompagnera, de vous expliquer dans le détail comment l'étiquette, comment tout cela se déroulait à l'époque de cette cour impériale et quelles étaient les attributions et les rôles de chacun, comment tout cela se déroulait. Vous connaissez peut-être mieux le protocole qui présidait aux grandes cérémonies royales. Eh bien, nous verrons comment les évolutions se sont faites au temps du Premier Empire et surtout, ensuite, comment le Second Empire, avec le neveu Napoléon III, à travers les évolutions qui avaient été faites ensuite entre Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe, eh bien, comment Napoléon III a pu se réinscrire dans cette longue tradition et la reprendre à son compte parce qu'il est l'un des derniers souverains. Il est le dernier d'ailleurs souverain qui s'est installé à ce moment-là, et l'un des derniers de cette période du XIXe siècle. Ensuite, la République, eh bien, finalement, préservera cet héritage, en fera un lieu qui est toujours un lieu muséographique hors du commun, mais nous le verrons dans l'ensemble des détails que nous découvrirons. Cela permettra véritablement de retrouver tous les détails qui se cachent au gré de ces différents objets. Fontainebleau, et c'est là tout l'intérêt aussi de ce séjour que nous vous proposons, vous permettra d'avoir accès à des espaces inédits du château. Vous l'aurez constaté avec l'image de gauche, les influences extérieures dont je parlais et ces évolutions stylistiques se retrouvent notamment dans ce boudoir turc. Nous sommes à l'époque de la fin de l'Ancien Régime, avec les différentes évolutions, notamment du règne de Louis XVI avec Marie-Antoinette, et nous constaterons dans certains aménagements qui ont été faits comment le goût a pu évoluer, et puis nous évoquerons ensuite comment tout au long du XIXe siècle, ces différentes influences, qu'elles soient à la fois asiatiques, qu'elles soient également européennes dans leur ensemble, comment tout cela a pu donner jour finalement à des aménagements de salons, avec aussi une influence parfois égyptienne ou d'autres, comment tout cela a pu donner naissance à ce fameux boudoir et au salon environnant. Nous accéderons également, et c'est une chose tout à fait importante, à la fameuse chapelle du château, chapelle qui était bien sûr dévolue aux différentes cérémonies et aux offices religieux, mais qui permettait surtout à la cour d'être en représentation, et nous constaterons avec non seulement les décors, mais également
tous les détails que nous évoquerons, de comprendre comment le quotidien se faisait, en particulier lors de ces grandes cérémonies, parce que Fontainebleau était le théâtre à la fois de, de baptêmes importants, de mariages également, et tout cela rythmait la vie au quotidien d'un château tout à fait important qui était le lieu du pouvoir lorsque les souverains se déplaçaient. Fontainebleau, nous aurons également accès dans ce château à des espaces inédits importants comme ce fameux théâtre impérial. Ce théâtre impérial a une grande histoire. Il a été fixé véritablement à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. Et au temps du Second Empire, au temps finalement de sa splendeur, ce théâtre donnait lieu à des grandes représentations, déjà du temps de Louis XV et de Louis XVI évidemment, mais tout au long de ces années, eh bien, les grandes représentations, parfois en avant-première vis-à-vis de la capitale qui était Paris, mais aussi plus largement, certains artistes venaient en démonstration pour non seulement recueillir les applaudissements d'une cour qui était ici réunie, mais également rythmer et surtout animer les grands rendez-vous qui se faisaient en particulier au moment de l'automne ou au printemps, parce que Fontainebleau, tout au long de ses différents règnes successifs, était devenu un pôle de rencontres et d'invitations. On se souvient par exemple de ce que Compiègne était devenu sous le Second Empire avec les fameuses séries. Eh bien, Fontainebleau était l'occasion d'invitations pour les grandes personnalités de l'époque, surtout aussi pour des chasses qui étaient organisées, et puis plus largement de grandes animations, et le théâtre était un lieu de rendez-vous tout à fait important. Fontainebleau, le château, c'est aussi un musée. Et ce musée Napoléon a une histoire passionnante. D'abord parce que précédemment, avant les années 80, avant les années 75-80, eh bien, un musée, on va dire toute époque confondue, permettait de découvrir un certain nombre d'objets et de tableaux. Mais depuis ces années 79 en particulier, au moment de la fameuse dation du prince et de la princesse Napoléon, il a été décidé de répartir entre les trois grands sites qui constituent, on va dire, les grands moments et les grands sites importants de l'histoire impériale, Premier ou Second Empire réunis, eh bien, il était décidé de répartir véritablement des objets par époque. Ce qui continue donc de faire l'admiration des visiteurs. Et dans ce musée Napoléon, comme son nom l'indique, eh bien, alors que Malmaison se consacre au consulat et à la légende, tandis que Compiègne est plutôt dévolue à la période donc, de Napoléon III et d'Eugénie, donc du Second Empire, et bien Fontainebleau, c'est véritablement le musée de Napoléon. Entendez par là, évidemment, du Premier Empire, des années donc 1804 jusqu'à 1815. À ce titre, donc, vous pourrez découvrir la galerie des grands portraits, qui vous sera donc présentée dans le détail. En particulier, on le voit ici, le portrait de Napoléon en costume de sacre, représenté par François Gérard en 1805, donc quelques mois après son sacre de Notre-Dame. Et puis, cette fameuse épée du sacre, constituée dès le consulat et réaménagée pour la cérémonie, et qui est véritablement un des chefs-d'œuvre de l'art de l'orfèvrerie, et qui nous permettra de raconter aussi dans le détail comment cette cérémonie a pu marquer à la fois les esprits du temps et avoir cette portée symbolique hors du commun. Parmi les objets que nous découvrirons, il y a bien sûr un grand nombre de salons et de lieux qui ont été aménagés. On retrouvera notamment le fameux bicorne, la redingote de Napoléon, mais aussi, dans une partie plus intimiste, le fameux berceau du roi de Rome, ce fils que Napoléon a eu avec sa seconde épouse, Marie-Louise, l'héritière des archiducs d'Autriche. Eh bien, ce berceau avait été commandé à l'un de ses orfèvres, Thomire, et nous verrons ensuite, et nous évoquerons le destin tout à fait incroyable de ce fameux roi de Rome, qui, vous le savez, était cher à Rostand, qui en avait fait cette pièce de théâtre sur l'Aiglon. Et donc, ce sera l'occasion d'évoquer aussi la famille impériale dans son ensemble, à travers en particulier cet objet tout à fait exceptionnel. Fontainebleau est aussi le lieu où a été préservé le fameux jeu de paume. Cette salle que vous remarquez ici, cette salle est, vous en avez le pendant avec une gravure du temps de l'époque de Louis XIII, montre bien comment, à Fontainebleau, ce jeu qui a donné naissance, vous le savez maintenant aujourd'hui, au tennis, ce lieu eh bien, était un lieu qui montrait l'évolution à la fois de la façon dont le corps devait se préparer et comment la noblesse en particulier voulait améliorer sa condition physique et se préparer parce que
en temps de guerre, elle était bien évidemment appelée. Et donc, de façon assez ludique, le jeu de paume commence à s'instaurer. Et ce qui est assez exceptionnel, à la différence des autres salles du jeu de paume, que sont celles de Versailles ou de Paris, qui ont été des événements aussi majeurs. On se souvient du fameux sermon du jeu de paume à Versailles en 1789. Eh bien, cette salle du jeu de paume de Fontainebleau a été entièrement préservée et elle continue d'ailleurs d'être un lieu de jeu. Et donc, ça nous permettra de montrer comment cette évolution s'est faite à travers le temps et de montrer comment Fontainebleau a été véritablement un moment essentiel de ce sport qui ensuite va se démocratiser et qui donne naissance, je le disais tout à l'heure, à ce fameux jeu du tennis. Après cette longue et passionnante étape de Fontainebleau, nous allons donc découvrir cette fois-ci Vaux-le-Vicomte. Alors Vaux-le-Vicomte, c'est la période précédente. Nous sommes en plein Ancien Régime, au moment où les Bourbons ont pris la France et s'occupent évidemment de son destin. Et Vaux-le-Vicomte a une histoire tout à fait particulière que vous connaissez, j'imagine, mais que j'aurai le plaisir de vous rappeler. Nous retrouverons à cette occasion donc justement Franck Ferrand qui nous donnera les arcanes de ce lieu. Mais Vaux-le-Vicomte, d'ores et déjà, nous pouvons rappeler que ce château est en réalité une sorte de laboratoire de ce que les grands châteaux de Louis XIV vont devenir par la suite. Pourquoi? Parce que, vous le savez, c'était le lieu qui avait choisi le surintendant des finances, Nicolas Fouquet, le surintendant des finances de Louis XIV, pour non seulement montrer sa splendeur de l'époque, et surtout, eh bien, agréger autour de lui architectes, décorateurs, jardiniers, peintres, artistes en tout genre, parmi lesquels se trouvaient Le Vau, Le Nôtre, Lebrun, La Fontaine, tout un ensemble de personnages et de grands créateurs que nous retrouverons tout au long du règne du roi Soleil, ou du moins pour une grande partie. Et cette rencontre avec Vaux-le-Vicomte nous permettra de rappeler comment, depuis 1653 jusqu'au moment de sa disgrâce en 1661, eh bien, Nicolas Fouquet a fait de ce château de Vaux-le-Vicomte un théâtre politique tout à fait important, ce qui va d'ailleurs lui valoir peut-être quelques jalousies du roi Soleil, mais ça, ce sera l'histoire que nous vous raconterons sur place. Ce qui est important à savoir, c'est que ensuite, en 1671, 1675, la veuve de Nicolas Fouquet, eh bien, va reprendre à son compte ce très beau château, va continuer de l'aménager, et après, avec le temps, eh bien, un certain nombre de propriétaires successifs vont permettre au château de se maintenir jusqu'à ce que la famille Sommier, puis de Vogüé, donc finalement, ne fasse de ce château, depuis maintenant 5 générations, ce lieu hors du commun, tout à fait exceptionnel, puisqu'il est en main privée, et que cette visite que nous vous proposons se fera justement avec tous les aspects d'un château qui permet de comprendre à la fois l'architecture très classique finalement qui va s'instaurer au moment du règne de Louis XIV, mais comment de ses prémices du temps du règne précédent, comment on en est arrivé à faire de ce lieu un lieu tout à fait important. Je le disais tout à l'heure, voici le portrait de Nicolas Fouquet qui date des années 1655-1660, donc avant sa disgrâce. Il est représenté ici par Charles Lebrun, qui, vous savez, sera ensuite le premier peintre du roi et qui montre comment Fouquet avait constitué autour de lui eh bien, une galerie et une équipe tout à fait importante qui permettra de comprendre aussi comment ces arts de ces époques ont pu constituer un des fleurons. On sait que ce qu'on appellera ensuite le grand siècle doit beaucoup justement à toute cette équipe qui avait travaillé à Vaux-le-Vicomte. Lorsque nous serons d'ailleurs sur place, à la fois pour le grand salon et la chambre des muses que vous apercevez ici, nous comprendrons véritablement pourquoi cette petite rivalité s'est instaurée entre Louis XIV, qui lui continuait de vivre au gré des différents aménagements de la cour et passait de palais en palais, tandis que Nicolas Fouquet, lui, s'était fait un lieu tout à fait important. Il était devenu ce château, sorte de théâtre à ciel ouvert de son pouvoir et qui montrait sa splendeur. Et dans ce grand salon, vous allez peut-être reconnaître eh bien, les décors de certains nombres de films. Je pense notamment au fameux Masque de fer qui était tourné il y a quelques années, qui se trouvait dans ces endroits-là. Et un grand nombre de séries, de films, de documentaires eh bien, prennent le château de Vaux-le-Vicomte comme décor tout à fait important parce qu'il a été préservé et qu'il constitue un véritable joyau
véritable de notre architecture et de notre patrimoine français. Et puis, pour ce qui est du Grand Salon, je l'ai dit, avec une constitution en rotonde tout à fait importante, et de l'autre, la Chambre des Muses, qui a été restaurée et qui continue par ses tentures, ses tapisseries et ses différents éléments de décoration d'être un lieu de prestige tout à fait important. Vaux-le-Vicomte, c'est également une chambre du roi, parce que lorsque, en particulier, Fouquier invite Louis XIV, et ensuite, lorsque le château tombe dans l'escarcelle finalement du roi, eh bien, c'est l'occasion d'aménager un espace dévolu à Sa Majesté, et nous aurons l'occasion de rappeler comment le quotidien du roi s'effectuait par son petit et son grand lever, ensuite comment tout cela se faisait en conformité avec une étiquette réglée au millimètre, et ensuite jusqu'au fameux coucher du roi, petit et grand coucher, du moins grand et petit coucher, qui permettront justement de découvrir dans le détail comment tout cela était organisé pour laisser à la fois la part belle à l'imagination, mais aussi impressionner évidemment à la fois les acteurs eux-mêmes de cette organisation et tous les spectateurs qui se pressaient pour comprendre effectivement à la fois la magnanimité qui a été accordée par le souverain et la façon dont il se mettait en scène. Vaux-le-Vicomte, lors de cette visite, sera aussi l'occasion d'un grand dîner aux chandelles. Nous serons donc privilégiés véritablement dans ce lieu hors du commun qui nous permettra de rappeler qu'en ces lieux, il y a déjà plusieurs siècles, avait eu lieu justement une grande réception donnée en l'honneur de Louis XIV, et cela permettra de rappeler non seulement ce qui s'était passé avec l'un des grands cuisiniers de cette époque, le fameux Vatel, qui a donné lieu, vous savez, à un biopic au cinéma, mais aussi de rappeler comment cette gastronomie française, qui va progressivement s'instaurer, devenir un de nos fleurons, elle est aujourd'hui inscrite, vous le savez, à l'UNESCO, et bien comment cette gastronomie française s'est réalisée devant la façade, comme on le voit ici, tout à fait exceptionnel de ce château de Vaux-le-Vicomte. Donc ce dîner sera un moment tout à fait important. Notre séjour, il faut en parler aussi, se fera avec comme base importante l'hôtel Spa Napoléon de Fontainebleau, qui est à quelques encablures finalement de Vaux-le-Vicomte, et qui nous permettra, dans un cadre privilégié, aménagé véritablement dans le respect des présentations et des aménagements impériaux, et bien de montrer comment cet hôtel Napoléon est aussi un lieu hors du commun qui nous permettra de profiter de nos moments ensuite entre chaque visite, de nos moments de partage et de rencontres. Et dans ce cadre-là, vous découvrirez à la fois, bien évidemment, pour les dîners ou pour les petits déjeuners, des espaces très conviviaux dans un cadre préservé et de grande qualité. Je crois que nous avons donc terminé pour l'instant cette présentation, mais bien évidemment, je reste à votre service pour répondre à certaines de vos questions avec Émilie qui va reprendre la main. Merci à tous. Merci beaucoup David pour ces explications très passionnantes et qui nous permettent aussi d'ouvrir les portes de notre histoire. Je trouve ça toujours très intéressant. Alors, on a une première question dans le chat, mais n'hésitez pas à poser également les vôtres. Et puis, je vais les lire donc à David. Donc, la première question est de Claude Guignot et il demande s'il existe à Fontainebleau des vestiges du château de Philippe IV le Bel. Alors, évidemment, avant je l'ai évoqué de manière assez abondante, mais avant l'arrivée de la Renaissance et en particulier de François Ier, il y avait effectivement un domaine qui avait déjà été aménagé, un peu comme Versailles l'avait été avant Louis XIV par son père Louis XIII, puisque Versailles, vous le savez, c'était un relais de chasse. Et bien de la même manière, avant que François Ier n'en fasse un lieu de pouvoir tout à fait important, il y avait effectivement des bâtiments et certains vestiges. Ce sera l'occasion de montrer en quoi les éléments primitifs de ce château ont pu être préservés, comment ils ont été réemployés, parce que vous le savez, une grande partie de ces premiers états de château servaient ensuite de base ou de fondation pour les évolutions. Il était un temps où la préservation du patrimoine n'était pas celle d'aujourd'hui, et finalement, on réemployait au gré des évolutions stylistiques et du goût qui changeait, on reprenait un petit peu ce qui avait été fait précédemment. Mais nous verrons
je vous assure. Nous verrons donc dans le détail comment cette évolution a pu se faire. Et pour répondre à la question, effectivement, ce cadre que Philippe IV-le-Bel avait pu prévoir, nous montrerons ce qu'il en reste aujourd'hui. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Donc, merci et je vous souhaite à tous effectivement une très belle soirée.